Coconut Podcast, saison 4, avec votre animateur Alain Joe, propulsé par le groupe Quartier. Mesdames, Messieurs, bonjour, Koué. En ce mois de l'histoire des Noirs, nous avons l'immense plaisir de recevoir deux personnalités de marque. Dans un premier temps, alors il est directeur du service de police à la ville de Montréal. Nous avons cet honneur de le recevoir. Et également, nous avons l'immense plaisir de recevoir celui qui est conseiller stratégique en matière de profilage racial au SPVM. C'est avec honneur, respect que nous recevons messieurs Sylvain Caron et Frédéric Boiron à l'émission, messieurs, dames. Bonjour, messieurs. Bonjour, bonjour. Incroyable de vous avoir avec nous à l'émission. La question que nous posons d'entrée de jeu à tous nos invités, en ces temps de pandémie, vous devez l'entendre ainsi, sur le plan personnel et professionnel, comment ça va? Alors, on va débuter avec notre directeur, Monsieur Sylvain Caron. Comment ça va, Monsieur Caron? Ça va très bien. Alors, c'est une période qui est particulière pour l'ensemble des citoyens. Évidemment, on n'est pas étranger à cela, hein, ça nous touche également. Alors, on fait attention, on respecte les règles sanitaires, puis on regarde le soleil. Il y a du soleil, alors on garde le moral, puis on espère de mieux pour les prochaines semaines, les prochains mois. Excellent. Comme on dit, après la neige, le beau temps. Alors, on est content de savoir que vous allez bien, monsieur le directeur. Monsieur Boiron, la question est la même pour vous également en ces temps de pandémie. Comment ça va? Ben, je dirais comme M. Caron, c'est un moment particulier parce que pour nous, les sociologues, c'est de la matière première, une pandémie. Donc, on a tellement de choses à regarder, tellement de choses à analyser que malgré tout ce que ça peut représenter pour la réalité quotidienne des gens, pour un sociologue, c'est un moment inespéré. Inespéré, mais il y a quand même de la matière qui vous permet de travailler, là, surtout sur des sujets assez chauds en ces temps-ci. Messieurs, très rapidement, vous savez, il y a des citoyens, des citoyennes qui nous écoutent, qui ne vous connaissent pas nécessairement. Alors, on va débuter avec Monsieur Boiron. Aujourd'hui, vous êtes conseiller stratégique auprès du SPVM, mais on vous a connu également comme enseignant-professeur au Collège Bois de Boulogne et également chargé de cours à l'Université McGill. Vous êtes d'origine haïtienne, mais comme on dit, vous êtes un vrai sirop d'érable aujourd'hui. Ça fait pas mal longtemps que vous êtes au Québec, donc merci d'être avec nous. Monsieur Caron, écoutez, toute une feuille de route fort impressionnante. 36 ans d'expérience dans les différents corps policiers. Franchement, bravo. Vous étiez directeur du service de police à Sorel-Tracy. De 1981, vous étiez en service. Puis en 97, vous êtes devenu directeur du service de police là-bas. Ça, c'était super. C'est toute cette expérience que vous avez acquise qui fait que Montréal est venu vous chercher par la suite. Ensuite, on sait qu'en 2002, vous me corrigerez, il y a eu une petite fusion là, entre le service de police de Sorel-Tracy et la SQ. Et par la suite, eh bien, vous avez cheminé à la SQ jusqu'en 2018. Un grand passage comme directeur général adjoint. Vous étiez également commandant en Estrie. Vous avez eu à travailler sur pas mal de dossiers à Sorel-Tracy, sur des dossiers de grande criminalité. Et également, on vous a beaucoup connu lors de votre gestion de cette crise qui était fort désolante, là, cet accident de train, n'est-ce pas? Donc, vous avez quand même répondu à l'appel. Monsieur Caron, vous êtes avec nous aujourd'hui. On nous dit que vous êtes un gestionnaire d'équipe. Vous, l'efficience, elle est hyper importante pour vous. Vous êtes surtout quelqu'un capable de mobiliser
des acteurs autour de vous. Aujourd'hui, on voit Monsieur Boiron, il est là. Et surtout, vous avez cette capacité de conduire le changement. On dit que vous êtes innovateur dans votre façon de faire. Encore, on comprend pourquoi vous êtes notre directeur au service de police de la Ville de Montréal. Messieurs, chapeau pour votre feuille de route. Alors aujourd'hui, vous êtes avec nous. On va quand même passer au travers de 3 grands sujets qui vont avoir plusieurs déclinaisons, mais on va y aller très rapidement pour les 30 prochaines minutes, messieurs. Alors, la première thématique, le profilage racial. On sait que depuis 2018, le service de police de la Ville de Montréal s'est penché sur un renouveau, sur de nouvelles manières d'interpeller les citoyens. Et quand même, en 2019, carrément, c'est là que vous allez penser à cette nouvelle politique. En 2020, nous avons l'Office de consultation publique de Montréal. Nous devons de faire la chronologie des choses pour les gens qui nous écoutent. Par moments, ils sont novices, hein, vous savez. En 2020, l'Office de consultation publique de Montréal fait certaines recommandations au SPVM, entre autres. Le SPVM ne va pas attendre. Il ne prendra guère ses recommandations et les tabletter. Il va nous proposer très rapidement, en juillet 2020, suite aux recommandations de l'Office de consultation publique, une politique d'interpellation du SPVM. Monsieur Caron, près de 1 an et quelques mois après nous avoir surpris tous, hein, citoyennes et citoyens, avec cette politique nouvelle en ce qui a trait aux interpellations policières. On fera une distinction avec monsieur le sociologue entre interpellation et interception policière. En êtes-vous fier, monsieur Caron? On sait que cette politique amène des manières de faire différentes, fiches qui se doivent d'être remplies par les policiers, informatisation des données. On vous écoute. En êtes-vous fier, monsieur Caron? Oui, j'en suis fier, évidemment, parce que c'est une première au Québec. D'avoir une politique sur l'interpellation. Fier parce qu'en même temps, c'est une pratique importante du travail policier. Alors, on est venu encadrer le travail des policiers avec des thèmes clairs, des définitions claires. Alors, peu importe où on travaille ici, sur le territoire de l'île de Montréal, chaque policier a la même compréhension, la même définition de ce qu'est une interpellation. L'interpellation, c'est une pratique importante dans le travail policier. L'interpellation peut être faite suite à un appel de service. L'interpellation peut être faite dans le cadre d'une relation d'aide. L'interpellation peut être faite tout simplement suite à une observation de nos policiers lors de leur patrouille. Alors, c'est important pour les policiers et policières du service d'avoir une compréhension commune. Ça, c'est le point de base. C'est une première au Québec. Puis, évidemment, ça fait, oui, on a présenté la politique en juillet 2020. Par contre, elle est en vigueur seulement depuis le 1er mars 2021. Alors, en mars prochain, ça fera déjà 1 an. Alors, les chercheurs, vous savez qu'il y a eu un rapport sur les chercheurs qui a été produit au cours de l'année 2019, qui est venu dénoter des interpellations en quantité importante qui visaient des communautés. Alors, dans le deuxième rapport des chercheurs qui va sortir bientôt au printemps, les chercheurs vont nous dire, contextualiser les interpellations qui ont été faites dans le passé, nous dire dans quel contexte ont été faites ces interpellations-là. Et en même temps, observe l'application de la présente politique. Alors, les chercheurs ont rencontré des policiers et des policières au cours des derniers mois pour voir comment se passait, évidemment, la question de la politique, comment c'est appliqué, comment c'est compris. Alors, les chercheurs vont nous faire état de travaux à quelque part au printemps. Entre-temps, nous, quand on a déployé la politique, on a décidé de mettre des coachs. Alors, des policiers, policières qui accompagnent, qui ont compris, évidemment, qui ont compris toute cette politique-là, puis qui accompagnent nos policiers, nos policières au quotidien, parce que c'est un gros changement. Tout à fait. Hein? On pense que c'est juste une politique, mais c'est un changement majeur dans les pratiques policières. Alors, nos coachs sont sur le terrain. Chaque policier, policière a reçu une formation de 3 heures, 3 heures et demie pour venir expliquer cette politique-là. Alors, on a vraiment un grand changement, puis c'est pas fini.
Alors, il y aura encore de l'amélioration. C'est une politique qui va évoluer dans le temps. Puis, l'ensemble de nos policiers ont été formés dans cette politique-là. Super. On sait que vous avez pu faire ce bout de chemin en ce qui a trait aux interpellations. La question sera la suivante pour monsieur le sociologue, monsieur Boiron. Notre service de police nous a proposé cette superbe politique, mais nous avons la commission sur la sécurité publique, donc regroupement d'élus, qui ont suggéré fortement qu'on s'intéresse également à ces interceptions, n'est-ce pas, qui nous ramènent au code de la sécurité routière, inévitablement. Car beaucoup du profilage se fait lorsque les citoyennes, citoyens sont à bord de leur véhicule. Monsieur Boiron, ça relève du provincial. Mais vous, est-ce que vous êtes quand même très conscient qu'il y a un pan qui n'est pas couvert dans le travail policier, puisque les interpellations, c'est lorsque les citoyens se déplacent, marchent, hein, plus ou moins, mais lorsque on a interception, c'est vraiment lorsque nous sommes à bord d'un véhicule, et là, c'est le code de la sécurité routière qui régit. On aimerait vous entendre, c'est pas tout à fait couvert. Oui, on vous écoute. Oui, deux choses. D'abord, vous avez dit que j'étais probablement la meilleure personne pour faire la distinction entre interpellation et interception. Je vous réponds que non, je pense que la meilleure personne, c'est M. Caron, parce que c'est un travail policier. Ce dont vous parlez, la question de l'interception, une fois que M. Caron dira la distinction entre les deux, c'est toute la problématique qu'on a eue avec entre autres, le driving while black. D'accord? Des gens qui étaient interceptés parce qu'ils conduisent une voiture de luxe, etc. Puis il y avait une discrimination qui était faite en ce sens-là. Donc, ce sont deux choses différentes. Moi, le SPVM m'a approché, M. Caron m'a approché pour accompagner le SPVM dans cette politique sur les interpellations. Et il l'a bien dit tantôt, c'est la première politique au Québec sur les interpellations. Donc, c'était un peu normal qu'il y ait ce regard extérieur que je suis venu apporter. Mais la question de l'interception que M. Caron va vous expliquer, ce n'est pas dans le cadre de mon mandat. Cependant, éventuellement, le SPVM m'approche pour un changement de culture dans l'organisation. Mais le premier volet de mon mandat, c'est vraiment autour de la politique d'interpellation. Alors, l'interpellation, si on veut, évidemment, c'est un citoyen qui se déplace sur la voie publique et qui, par une observation d'un citoyen, appelle les policiers et demande d'aller vérifier cette personne-là. Alors, ça, c'est un appel de service. L'interpellation se fait dans le cadre d'un citoyen qui est à pied, qui se déplace dans un parc, sur un trottoir, sur une voie publique. Alors, l'interpellation, on peut, c'est ça. L'interception, c'est une personne qui conduit un véhicule automobile, comme vous disiez tantôt, et que le policier procède à une interception pour vérifier l'immatriculation, le permis de conduire, parce qu'il y a un article du Code de sécurité routière du Québec qui permet l'interception des véhicules pour aller vérifier la validité des papiers. Alors, c'est vraiment deux distinctions, mais on comprend que quand vous parlez de profilage, ce qu'on recherche à Montréal, c'est qu'on recherche que les interventions puissent se faire sur des faits observables et que les interventions sont faites sans discrimination, sans racisme, dans le respect des gens, peu importe ton origine. Alors, on ne vise pas des origines. On répond à des appels de service où on intervient face à des faits observables ou face à des situations. Et c'est ce qu'on recherche quand on a mis la politique d'interpellation en vigueur pour que les interpellations policières, que ce soit pour une relation d'aide, pour un appel ou pour une observation, que ça soit fait dans le cadre légal, dans le cadre qui est prévu dans la politique. Super. Et dans cette politique d'interpellation, l'un des faits nouveaux, c'est cette fiche que se doivent de remplir nos agentes. Dans un premier temps, ils se doivent de dire, est-ce que c'est un citoyen qui a signalé? Est-ce que c'est un appel qu'ils ont reçu du 911 pour se rendre sur place? Est-ce que c'est un collègue qui a constaté un élément qui a fait une patrouille se déplacer? Alors déjà là, on sent qu'il y a une transparence qui tente d'être mise en place afin de
rassurer et de rendre tout le processus non opaque auprès de la population, là. Ça, c'est intéressant. Tout à fait, tout à fait. Alors, en 2019, dans le premier rapport que les chercheurs ont produit, il y avait dénoté des manquements importants dans notre système. Alors, depuis ce temps-là, il y a eu des modifications importantes qui font en sorte qu'aujourd'hui, les policiers et policières qui complètent une fiche d'interpellation puissent donner les raisons exactes de l'interpellation, comme vous dites, spécifiées, pour avoir une meilleure donnée, évidemment, puis être capable de suivre, puis d'avoir, évidemment, toute une transparence dans le travail que nos policiers font sur le territoire. Je suis très content que vous parliez du 911 parce que c'est extrêmement important dans tout ce que vous avez énuméré d'où origine une interpellation. La majorité des interpellations dans le cadre de mon travail à moi, qui est totalement indépendant, mais je constate que la majorité des interpellations sont initiées par des citoyens. Alors, ce sont des citoyens qui appellent au 911 pour dire, ben, voici ce que j'ai observé, et les policiers vont aller. Vont faire leur intervention. Ce que j'ai dit, c'est qu'il faut éviter que la police devienne le bras armé des racistes. Et la réponse à ce questionnement que j'ai fait, la réponse est venue justement de la centrale 911. Qui est partie intégrante du SPVM. Et la centrale m'a raconté qu'on était déjà en train de travailler sur une façon de gérer, de traiter les appels, s'assurer que les appels, lorsqu'ils rentrent, ne sont pas discriminatoires. Lorsque la personne tient un discours raciste, misogyne, homophobe dans cet appel-là, eh bien, on ne peut pas le transmettre tel quel au policier parce que justement, à ce moment-là, le policier, on le charge d'exécuter l'idéologie de blanc. Donc, les employés du 911 ont décidé de décontaminer le message avant de le transmettre aux policiers. Et pour moi, quand on parle de changement de culture dans une organisation, c'est comme ça que ça s'exprime. La beauté de la chose, c'est que cette proposition vient de la base, vient des gens qui travaillent et qui écoutent ces messages-là, qui sentent que ces messages ne sont pas sains et qui décident de travailler à rendre le message acceptable et même de corriger l'appelant pour lui dire que ce n'est pas correct de présenter l'information de cette manière-là. Mais surtout, ce que les employés font, c'est qu'ils protègent le policier qui va faire l'intervention. Parce que si le policier arrive déjà avec une prédisposition, ben, il s'expose justement à être traité de raciste, de misogyne, d'homophobe, etc. Donc, maintenant, mon travail à moi, c'est de faire monter cette initiative des employés du 911 vers la direction générale et la direction générale a donné les outils nécessaires pour que cette initiative-là aille jusqu'au bout. Alors, c'est ça le travail de changement de culture que, en fait, je dirais, qui était déjà existant, que probablement ça a permis d'accélérer certaines choses. Vous avez parlé de changement de culture, de la direction générale qui a vraiment participé. En nous préparant pour cette entrevue, messieurs, on a pu voir que Monsieur Boiron a quand même eu carte blanche en ce qui a trait à son travail qu'il fait auprès du SPVM. Et sur 4500 policiers, on sait qu'il y a également 180 cadres. Vous pouvez départir les chiffres pour moi. Il a peur que vous avez rencontré presque tous les cadres, n'est-ce pas, les 180 et quelques du SPVM, et que la collaboration a été incroyable. Leur volonté de travailler afin que ces questions d'interpellation non conforme, discrimination ou autres disparaissent. En étiez-vous un peu stupéfait ou vous vous attendiez quand même à une collaboration hors pair de la part de nos cadres, hein? Ce sont nos cadres, hein, du SPVM. On vous écoute, Monsieur Boiron, et par la suite, Monsieur Caron. Ouais. Non, je m'attendais pas à ce niveau de collaboration. Je m'y attendais pas du tout. Moi,
normalement, dès qu'il y a changement, dès qu'il y a encore changement de culture, il y a résistance. Évidemment, j'ai rencontré les cadres. Généralement, la résistance est beaucoup moins élevée à ce niveau-là. Mais malgré tout, j'étais extrêmement surpris de la collaboration, de la volonté de changer des choses, de changer de culture. Mais je pense que la démarche aussi a été de dire aux cadres et de dire à toutes les personnes que j'ai rencontrées, les formateurs, pour les coachs sur l'interpellation, l'ensemble des personnes que j'ai rencontrées, que mon mandat n'était pas de venir faire la chasse aux racistes au SPVM. Je ne peux pas faire cette chasse-là, je n'ai pas les équipements pour ça, je n'ai pas les moyens pour faire ça, ça relève du département des ressources humaines. Moi, ce que je suis venu faire, le travail que j'ai accepté de faire, c'est d'identifier dans le cadre de l'organisation, est-ce qu'il y a des comportements que les gens ont qui sont principalement dictés par la culture de l'organisation, des choses qu'on a toujours fait, qu'on n'a pas pris le temps de remettre en question. Parce que tout simplement, on n'a pas eu la chance d'entendre ou on n'a pas fait les efforts pour entendre ceux qui sont impactés par ça. Et à partir du moment où on dit aux gens, mais ce n'est pas de vous qu'il s'agit, mais de l'organisation, ben c'est plus facile à ce moment-là d'aller chercher l'adhésion des gens. Mais au-delà de la qualité de la démarche, si je peux l'appeler comme ça, il y avait déjà une volonté de collaborer qui était au-delà de mes attentes. Monsieur Caron, vous-même lorsque vous étiez commandant en Estrie, les municipalités régionales de comté, vous avez eu à apporter certains changements de culture. Est-ce que vous aviez dit à Monsieur Boiron, peut-être il va avoir un peu de gens réfractaires. Vous-même, est-ce que vous avez été surpris que vos collègues ont été franchement fort coopératifs? Aucune inquiétude tant qu'à l'ouverture des gens. Alors, quand M. Boiron, je l'ai approché, d'ailleurs, on ne se connaissait pas du tout. En passant, j'ai connu M. Boiron un lundi après-midi, puis le mercredi, on était assis ensemble pour présenter la politique. C'est ça, juillet, là. M. Boiron a participé dans les consultations qui ont été faites sur la politique d'interpellation comme intervenant dans le milieu, parce que plusieurs personnes ont été consultées. Et c'était de cette façon-là que M. Boiron est arrivé, puis on lui a ouvert les portes. M. Boiron, on lui a ouvert les portes, on lui a donné une carte blanche, comme vous disiez tantôt. Je voulais me faire challenger comme directeur. Alors, on dit go. Alors, il est allé voir les gens de la formation, il est allé voir le 911, il est allé voir les coachs en interpellation, il a rencontré des cadres. Il continue encore récemment en décembre. On s'est croisés dans une salle qu'il venait de rencontrer en décembre. Il devait vous sortir de votre zone de confort. C'est ce qu'il disait en juillet 2020. Est-ce qu'il a réussi à vous sortir de votre zone de confort, monsieur le directeur? Moi, oui. Et je vous le SPVM, là, oui. La plupart du personnel qui a rencontré M. Boiron nous fait réfléchir. Okay. M. Boiron, par les discussions et les échanges, amène les gens à se poser des questions, à se re-questionner, puis à mieux comprendre les différents aspects. Alors, ça, c'est déjà un avancé, c'est un changement, ça. Déjà d'en parler, d'échanger, d'être ouvert à discuter. Alors, pour moi, c'est une grande avancée qu'on a fait, puis c'est pas fini. Alors, c'est pas le checklist, hein. On dit c'est fait, c'est fini. Ça sera jamais fini. Alors, M. Boiron continue, puis il y aura sans doute d'autres demandes. Ce que je souhaitais, évidemment, ça arrive. À mesure qu'il rencontre des gens, on a des demandes qui arrivent. On aimerait ça vous rencontrer. Alors, ça vient naturellement. Il n'y a personne qui oblige personne actuellement. Là. Ça se fait naturellement. Les demandes proviennent, puis M. Boiron se présente, puis il rencontre l'ensemble du personnel. Puis je ne sais même pas de quoi il parle, puis je ne veux pas le savoir. Alors, je le laisse aller. Il est vraiment carte blanche pour faire ce qu'il a à faire avec l'ensemble des gens qu'il rencontre. Vous êtes un communicateur né, Monsieur Caron. On sait que vous étiez vous-même dans l'enseignement à une certaine époque à l'École nationale de police, vers Nicolet, à Nicolet carrément. Vous avez été enseignant dans les années 90, là, il me semble, 90-92, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, vous êtes en plein dans cette suite logique de la politique du SPVM, écouter, comprendre, agir. Là, je pense qu'on est dans la phase d'action. On passe au deuxième point de l'entrevue, la prolifération des armes à feu.
Les citoyennes, citoyens demandent de l'action. On sait que depuis, je pourrais vous dire, depuis 2019, on a l'escouade Quiétude. Par la suite, quand même, qui se devait de travailler en cette matière. Par la suite, on va en 2021. Là, Madame Plante, il y a une succession de crimes commis à l'aide d'armes à feu. En août 2021, vous allez nous annoncer l'embauche de 42 policiers. 14 d'entre eux vont être affectés aux enquêtes criminelles. 28 à l'escouade anti-gang très connue Eclipse, qui ne sont pas reconnus pour faire avec des gants blancs, comme on dit. Quand même, vous avez, depuis 2019, Quiétude, 2020-21, on sent qu'il y a de l'action, là. ELTA, quand même une escouade importante qui signifie pour le citoyen escouade de lutte contre le trafic d'armes. Monsieur Caron, on sait qu'il y a de l'action qui est mise de l'avant. Les citoyens, là, aujourd'hui, ils réclament que quelque chose soit fait. Le SPVM prévoyait, il y a quelque temps, il y a à peine 2 semaines, vous deviez tenir une grande conférence, un symposium en quelque sorte, portant sur les questions d'armes à feu. La pandémie, la crise sanitaire a ralenti, donc là, on reporte à une date ultérieure. Qu'allez-vous faire, hormis des policiers sur le terrain, vous qui avez déjà été responsable de l'ensemble du territoire québécois, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, nous citoyens, mais vous de votre côté, directeur, afin de garder Montréal comme ville sûre? On sait qu'elle est sûre encore aujourd'hui, mais les citoyens dans certains quartiers, ils commencent à se poser des questions, là. On vous écoute là-dessus, Monsieur Caron. Ben, tout à fait. Je comprends très bien les citoyens qui se préoccupent. Également, on se préoccupe de cette situation-là. Vous avez parlé beaucoup, que va faire le SPVM? Je vous répondrai, qu'allons-nous faire? Yes. Alors, il faut que l'ensemble de la population, la réponse policière est un aspect très important dans le contexte qu'on a actuellement, mais l'aspect prévention a tout son rôle ici. Et là, l'SPVM, par le forum que vous parlez, tente de réunir l'ensemble des acteurs alentour d'un objectif commun. Qu'allons-nous faire ensemble pour améliorer la situation dans les prochaines années? Parce qu'on veut garder, tous veulent garder la ville de Montréal, l'île de Montréal sécuritaire. Alors, qu'allons-nous faire ensemble? Quelles sont les actions concrètes à faire en prévention au niveau police, au niveau communautaire, au niveau institutionnel? Qu'allons-nous faire ensemble pour être meilleurs puis aller à la source du problème? Alors, le problème, c'est que les armes sont accessibles. Ça, c'est la réponse policière qui doit... Puis le politique aussi doit travailler, que ce soit fédéral, provincial, municipal. Mais au niveau, que faisons-nous avec nos jeunes? Il faut que nos jeunes aussi, on puisse les occuper, on puisse les engager dans une voie autre que la voie de délinquance. Alors, je crois que tous ensemble, on a une réflexion commune à avoir pour être capable d'enrayer la situation. Vous avez parlé de création d'équipes spécialisées. Ça, c'est la réponse policière qu'il faut intervenir, puis il faut absolument travailler à éliminer ces délinquants-là, ces criminels-là dangereux qui tirent partout. Alors, à toute heure du jour, alors, c'est inadmissible, c'est inacceptable. Alors, on va tout faire pour mettre la pression dans le milieu criminel pour arrêter ces gens-là. Mais en contrepartie, il faut vraiment, ensemble, au niveau prévention, trouver des solutions concrètes à travailler auprès de notre jeunesse, auprès des organismes, avec les organismes puis les différents. D'ailleurs, on a un plan d'action qu'on a fait dans le cadre de ces violences armées-là. Un des aspects, c'est le partenariat avec les organismes. On a déjà une table de leaders qui est assis avec l'SPVM et qui travaille à trouver des solutions sur l'ensemble du territoire de l'île pour trouver des solutions qui vont nous aider, les gens, les organismes, les jeunes, tous ensemble. Puis les parents aussi, accompagner nos parents. Il y a des parents sans doute qui ne savent pas exactement quoi faire avec les jeunes, qui sont aux prises. Alors, il faut les aider, ces gens-là, évidemment, à les accompagner, qu'on puisse trouver une solution à éliminer
cette déviance qu'il peut avoir très jeune, parce qu'on parle de jeunes de 14, 15, 16 ans, entre autres. Alors, il y a un gros travail de prévention à faire, puis le forum va nous amener. D'ailleurs, le forum, on s'apprête dans les prochains jours à annoncer la date, qu'on puisse évidemment le tenir en présence. Il y aura des annonces qui se font dans les prochains jours là, pour être capable de préparer les gens à cette rencontre-là. On sait que vous, là, vous dites que vous, du côté policier, il y a une réponse que vous pouvez amener, davantage d'agents sur le terrain, d'enquêteurs, des escouades. Mais vous avez quand même soulevé le point, il faudrait peut-être regarder du côté des frontières. Il y a également ces armes préfabriquées qui rentrent même des fois peut-être par Internet, là, les livraisons Internet ou voilà, dans des mallettes, valises déjà en pièces. Donc, ce qu'on appelle les ghost guns, je pense bien. Mais vous parlez également de cette banalisation auprès des jeunes, parce qu'aujourd'hui, beaucoup de ces crimes qui sont commis à l'aide d'armes à feu sont commis par des adolescents, là. Entre autres, la banalisation des armes à feu. On sait que vous êtes dans un virage communicationnel au SPVM. En allant sur le site Internet du SPVM, le spvm.qc.ca, il y a des jeux pour les jeunes. Il y a une section jeunesse. Moi, j'étais assez surpris de voir tout ça. Il y a un virage qui se fait. Comment tentez-vous de sensibiliser les jeunes? Est-ce que c'est à l'aide de ces ententes multipartites avec des groupes, organismes communautaires qu'on va y arriver? Monsieur Caron, très rapidement. Oui, tout à fait. Sur une partie de la réponse, c'est avec les groupes qui sont déjà présents sur le territoire, ensemble. On a une nouvelle équipe qu'on a mis en place en 2021, l'équipe de concertation communautaire et de rapprochement qui travaille tout très près de la communauté à pied dans les différents secteurs. On a nos agents socio-communautaires qui sont présents dans les différents milieux, mais il faut aller encore plus loin. Alors, on cherche, on se questionne encore comment peut-on rejoindre les jeunes, évidemment via les organismes, via les leaders des communautés. Je crois qu'on est assis avec les leaders actuellement. Il faut continuer à persévérer puis à continuer à aller chercher les gens où ils se trouvent pour les intéresser à autre chose que la déviance. Très rapidement, pour monsieur le sociologue, monsieur Boiron, vous avez cette étude de monsieur Ted Rutland, un de vos collègues. Bon, lui, il est à Concordia, au département de géographie, d'urbanisme et d'environnement. Il produisait cette recherche et nous amenait ces chiffres. Suite à la création de l'escouade Quiétude, qui a été créée pour combattre la prolifération des armes à feu sur le territoire montréalais, vous avez quand même un travail intéressant qui a été fait, là. 153 infos ont été transmises par les citoyens, 103 arrestations, 83 perquisitions, 44 armes à feu qui ont été saisies. Donc, ils ont travaillé. Mais également, et là, c'est pour ça qu'on s'adresse à vous, 74% des personnes arrêtées par cette escouade étaient noires et uniquement 30% des accusations portées, n'est-ce pas, concernaient des questions d'armes à feu. Alors là, on revient à notre premier point. Pour combattre cette prolifération des armes à feu, est-ce qu'il ne faudra pas redoubler d'ardeur afin qu'on ne retombe pas dans ces pratiques dites du passé de profilage? Donc voilà, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'armes en circulation dans certains quartiers où les populations sont fortement discriminées. On vous écoute, monsieur le sociologue. Ben, en fait, il faut quand même regarder, il faut pas jouer à l'autruche. Il y a des problématiques particulières dans chacune des communautés et la communauté noire n'échappe pas à ça. Et on a des problématiques dans notre communauté noire, on a des réalités où les jeunes ont une vision de leur avenir qui est peut-être handicapée par un ensemble de choses, dont, entre autres, le racisme systémique et toutes sortes de choses, toutes sortes de barrières et d'obstacles qui sont placés devant eux, la facilité de vouloir gagner sa vie de la façon la plus facile et la plus rapide possible. Mais je pense qu'il ne faut pas perdre de vue que
la police, à mon avis, et là je parle strictement comme sociologue, la police, c'est l'intervenant de dernière étape dans une problématique qu'on a. Il faudrait aussi que nous, comme communauté, qu'on commence à se regarder nous-mêmes, qu'on commence à se poser des questions à l'intérieur de notre communauté, mieux équiper les parents. On a peut-être au niveau de nos structures familiales, l'absence des pères, ce sont des choses qui ont été mentionnées depuis de nombreuses années, sur lesquelles nous n'arrivons pas encore à avoir un impact significatif. Je n'enlève rien à tous ceux qui font le travail nécessaire, mais je pense que dans une société démocratique, moins vous avez de délinquance, moins vous avez de lois. Et moins vous avez de lois, moins vous avez besoin de police. Donc, on doit voir comment est-ce qu'on peut réduire les méfaits de nos jeunes, pas seulement de nos jeunes, mais des membres de la communauté noire. Nous sommes dans le cadre de l'histoire des Noirs. On doit se parler de nous, de nos réalités, de ce que nous avons à faire. Le moins de jeunes de la communauté noire qui vont se faire arrêter, qui vont se retrouver en prison, qui vont se tirer dessus. Parce qu'en réalité, ce dont on parle actuellement, majoritairement, la criminalité dans la communauté noire, c'est du black on black crime. Ça veut dire qu'on est perdant des deux côtés. On a un jeune qui décède, on a un jeune qui rentre en prison. On est perdant. Donc, c'est très lourd, c'est très difficile pour moi comme père de famille de regarder ce genre de portrait. Je nous invite, nous, comme membres de la communauté noire, à nous poser de sérieuses questions sur ce que nous avons à faire pour que la police vienne pas chez nous. Intéressant, vous avez parlé des pères absents qui vous nous amenez à l'avant-dernier point et on termine dans moins de 6 minutes, messieurs. Très rapidement, vous avez parlé de l'absence de figure paternelle, de modèle. Qui me vient à vous poser la question, M. Boiron et par la suite M. Caron. Vous avez rencontré environ 180 cadres au sein du SPVM. Franchement, est-ce qu'il y a une représentativité de la diversité? On sait que sur le terrain, on en voit là, depuis les 2 dernières décennies, il y a tout un travail qui a été fait là, quand même. Mais au niveau des cadres, M. Boiron, est-ce qu'il y a un travail à faire afin d'amener davantage de personnes issues de la communauté noire et de la diversité à se rendre à ce niveau de responsabilité? Alors, tout à fait. L'état-major du SPVM n'est pas représentatif de Montréal, à mon avis, au moment où je le regarde. Pas seulement au niveau des communautés ethniques, mais aussi au niveau des femmes. Okay. Donc, il faut, et quand on parle de changement de culture, quand on parle de ce qui est systémique, il faut revenir dans le temps pour comprendre certaines choses. Jusqu'en 1974, je crois, enfin, il y a quelques années, la profession de policier était réservée exclusivement aux hommes. D'accord? Donc, c'est normal qu'aujourd'hui, on retrouve moins de femmes parce qu'elles sont rentrées plus tard, qu'on les retrouve dans mais on a déjà eu des anglophones comme chef de police de Montréal. On a déjà eu des gens issus des communautés italiennes. Aujourd'hui, est-ce qu'on va rattraper le temps perdu en quelque sorte? Ben, tout finit par se rattraper. Ce que je veux vous dire, c'est que quand on parle de quelque chose qui est systémique, quand on prend la question des femmes, par exemple, où on sait que c'était un métier d'homme, une profession d'homme, et c'était écrit dans la loi que c'était une profession d'homme. Donc, c'est normal que quand on change cette loi-là, quand on change ce règlement-là, ça s'appelait le règlement numéro 8, quand on change de règlement, ben, ça va prendre des années avant qu'on corrige en ce qui a trait à la présence des femmes. Il y a quelques années encore, il y avait dans les règlements pour la police à travers l'Amérique du Nord, il y avait la question de la taille. Il fallait mesurer 5 pieds 8. Donc, ce ne sont pas toutes les communautés ethniques dont la taille moyenne se rend à 5 pieds 8. Donc, les communautés autochtones, par exemple, on est à peu près à 5 pieds 5. Les communautés latino-américaines, les communautés asiatiques, plusieurs communautés noires sont autour de 5 pieds 5, 5 pieds 6. Donc, tant qu'on n'enlève pas ce genre d'obstacle, c'est ça qui est systémique.
D'accord? Au-delà de toutes les autres choses que vous pouvez imaginer, imaginez l'impact de mettre un règlement comme celui-là dans le long terme. Et le long terme, c'est aujourd'hui. Quand je m'assois dans cette salle avec l'état-major du SPVM, je peux constater l'absence, la non-représentativité au niveau des femmes et des communautés ethniques. Mais je n'explique pas ça uniquement par ces éléments-là, mais je dis qu'il y a une contribution de ces deux règlements qui font qu'aujourd'hui, la représentativité est ce qu'elle est. Ou la sous-représentativité. Monsieur Caron, très rapidement, quel est le travail que vous vous êtes donné, parce qu'on sait que vous êtes un homme de changement, innovateur. Comment allez-vous réussir à pallier ce gap, ce manque de représentativité des différentes communautés culturelles au sein du SPVM? Alors, actuellement, en 2021, c'est quand même 38 de tout le personnel du service qui représente la diversité. Okay. 38 25 du côté des employés civils, 13 du côté des policiers. Alors, quand même, il y a des efforts importants qui sont faits. Parmi nos recrues, les recrues en 2021, 25 représentaient quand même la diversité. Alors, il y a du travail qui est fait en continu et ça va changer, comme M. Boiron dit, évidemment, avec les années. On a un bassin, hein, les gens qui vont en tenue policière, qui nous proviennent des cégeps et de l'École nationale. On doit choisir parmi ce bassin-là, mais également, on a un programme conventionnel où on invite l'ensemble des gens des communautés de la diversité à s'inscrire dans le programme qu'on appelle attestation d'études collégiales, dans le programme conventionnel. Alors, pour une campagne de recrutement cette année, devient agent de changement, à l'intérieur duquel on a des policiers, des policières de différentes communautés qui travaillent avec les communautés, qui rencontrent les gens des communautés au secondaire, pour les préparer, puis les intéresser à la fonction de policier-policière au SPVM. Alors, on travaille énormément sur différents aspects. On vient de créer en 2021 un module d'équité, diversité, inclusion dans l'organisation. Okay. Alors, on va encore plus loin. Alors, on s'inscrit évidemment dans ce changement-là, puis on souhaite que dans les prochaines années, la représentativité représente ce qu'on vit ici à Montréal, le changement qui est ici à Montréal. Super. Et pour terminer, messieurs, on va y aller comme ça. On sait que dans votre volonté de faire les choses différemment, Monsieur Caron, vous avez fait appel à Monsieur Duchesneau, quand même, qui avait mis en place, qui était directeur également du service de police de la ville de Montréal, il était député également, puis il a mis en place l'approche communautaire. Puis on sait, là, encore très récemment, vous avez une façon de faire qui met davantage de policiers à pied, donc qui se promènent, qui viennent à rencontrer les citoyens, tisser des liens. Donc ça, c'est intéressant. Et M. Duchesneau est venu, pour vous donner un peu sa lecture du moment présent. Et il a dit, lui, il vient participer à cette rencontre que vous aviez avec l'état-major, là, disons, du SPVM. Et lui, il avait un souhait, c'est de voir la police de Montréal évoluer pour 2030. Alors, la question est la suivante. Aujourd'hui, on a une police, on sent qui constate qu'elle se doit de faire certains changements organisationnels internes. Vous travaillez déjà dans le Centre-Sud avec Emery, EPSUS, entre autres, qui sont ces équipes mobiles, n'est-ce pas, de référence et d'intervention en itinérance. Donc, ça, c'est une façon de faire différente, là, des intervenants avec des policiers qui patrouillent et qui interviennent. Vous avez ces citoyens qui disent « on aimerait ça que nos policiers portent des caméras ». Voilà, entre autres. Vous, grand gestionnaire, grand mandarin de l'État, quel est votre souhait pour notre police en 2030? Comment percevez-vous cette police? On vous écoute, Monsieur Caron, pour terminer. Je perçois une police le plus près possible du citoyen qui répond à ses attentes, qui répond à ses besoins, une meilleure connaissance commune de la police et du citoyen, des différentes communautés que compose la ville de Montréal. Alors, je vois des policiers partout, à pied, à vélo, plus qu'en auto, évidemment. Alors, près des gens, à travailler avec les gens
Et on va s'inscrire dans ce changement-là, évidemment, par les réflexions qu'on est en train de faire avec l'ensemble de l'équipe. Alors, moi, je vois l'avenir avec un bon œil, puis que les policiers et policières puissent connaître davantage les différentes communautés que compose l'ensemble de l'île de Montréal. Super. Et est-ce que le budget de 724 millions sera suffisant en 2030, monsieur le directeur du service de police? Je ne pourrais pas vous dire s'il sera suffisant, mais tout ce qu'on essaie de faire, c'est de respecter la capacité de payer des citoyens. Les coûts de sécurité publique ont explosé. Alors, il faut trouver un moyen d'être efficient et efficace pour être capable de donner le meilleur service possible à la population, peu importe à l'endroit où on se trouve sur le territoire de l'île de Montréal. Avant de vous laisser, on vous a pas souvent. On voit qu'aujourd'hui, le maire de New York, c'est un ancien policier chevronné. On a même été choisi pour combattre également cette prolifération de crimes commis par arme à feu. Est-ce qu'on risque de voir notre directeur du SPVM un jour dans l'arène politique en suivant les traces de M. Duchesneau, par exemple? Écoutez, je me concentre énormément sur la sécurité des citoyens et pour le moment, il n'est pas prévu que je me retrouve en politique, mais si je peux réussir à trouver une façon de sécuriser la population de Montréal, j'en serais très heureux. On fermez pas la porte, là. Quand même très intéressant. Merci vraiment. On termine dans quelques instants. Monsieur Boiron, vous, depuis 2020, vous êtes au SPVM. On vous a même renouvelé là, votre mandat pour ce deuxième rapport qui s'en vient, étude, là. Puis ça a l'air que vous êtes d'un grand coup de main là, au SPVM. Monsieur Boiron, vous, votre police du SPVM en 2030, quelle serait cette police? Ben, d'abord, justement, il faut faire la distinction entre la police, je suis assis à côté d'un policier, et cette société civile à laquelle nous appartenons. Nice. Pour moi, je l'ai dit tantôt, moins il y aura de délits, moins il y aura de délinquance, plus nous serons responsables chacun l'un de l'autre. Plus notre citoyenneté sera exprimée, moins on aura besoin de police. Alors, à savoir si le budget sera suffisant, moi, je pense que ça dépend de chacun de nous comme citoyens, de comment nous travaillons avec nos enfants, comment nous nous impliquons comme citoyens dans la cité. C'est ça un citoyen, c'est notre rôle dans la cité. Et si nous collaborons à ce tissu social qui fait que nous nous protégeons l'un et l'autre, ben, je pense que le budget devrait suffire, ou même qu'il pourrait diminuer. Je crois que ce qui est important, c'est que la police, c'est une chose, mais la véritable police, c'est le rôle de chaque citoyen de participer à l'ensemble de ce qui concerne notre mieux-être, notre vivre ensemble, en fait. Monsieur Boiron, très rapidement, si Monsieur Caron vous appelle dans quelques mois, quelques années, et vous dit Fred, je me lance en politique. Est-ce que vous le suivez? Non, nous ne sommes pas des amis, hein. Non, mais comme responsable de la sécurité publique à Montréal, là, est-ce que vous embarquez dans l'équipe Caron, là, Monsieur Boiron? Écoutez, moi, la politique, Monsieur Caron, vous avez peut-être laissé la porte ouverte. Moi, je vais vous la fermer en ce qui me concerne. Ni comme politicien, ni comme associé à un politicien, c'est non. D'accord? Je pense qu'il y a plusieurs façons de participer au changement et il y a des gens qui sont très confortables à faire de la politique pour participer au changement. Moi, je participe au changement en critiquant les politiciens, en les mettant au défi et en leur rendant la vie difficile. Bon, comme on dit, en les challengeant. Messieurs, écoutez, toute une entrevue. Le mot de la fin est le vôtre, monsieur le directeur. Alors, vos remerciements et le mot de la fin, la francophonie vous découvre pour ceux qui ne vous connaissaient pas encore et surtout, les citoyennes et citoyens de Montréal sont à l'écoute. Alors, les 15 dernières secondes sont les vôtres. Vos remerciements. Allez. Merci beaucoup à vous et merci à l'ensemble de la population des différentes communautés de contribuer à nous aider à être meilleurs, à avoir un niveau de sécurité, un sentiment de sécurité amélioré dans les différents milieux. Et on est prêt à collaborer, on collabore, puis il faut continuer à encore être plus présents ensemble pour mieux se connaître,
puis mieux échanger pour un avenir meilleur dans nos différents quartiers. Super. Monsieur Boiron, vos remerciements? À vous, à M. Caron, de faire ce dépôt de bilan de ce que nous avons fait comme travail. Moi, je pense que nous avons fait du très, très bon travail. Il reste encore beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est important aussi que les citoyens comprennent ce qu'on est en train de faire, de s'assurer que lorsque une personne est interpellée ou interceptée, qu'elle est interceptée pour les bonnes raisons. Moi, je suis là pour m'assurer avec M. Caron et son équipe que le message passe, qu'on ne peut pas, et je crois que tout le monde a compris ça, on ne peut pas donner l'impression que les gens sont interpellés ou interceptés pour autre chose que pour leur comportement. Écoutez, franchement, vous faites tout un travail pour l'ensemble des citoyens et citoyennes. Monsieur Caron, on continue à prendre soin de nos policières et policiers. Ils font un travail remarquable. Quelques-uns par moment, pour des raisons, des fois, des billets, des situations personnelles, vont des fois dévier de leur manière qu'on leur a appris de faire le travail policier convenablement. Mais l'ensemble de nos policiers et policières font un travail remarquable. Écoutez, en toute fin d'entrevue, Coconut Podcast a eu cette opportunité de faire le tour du Québec et en Innu, on nous dit Chinash Kumitin, nos frères et sœurs algonquins, d'où nous vient Madame Valérie Plante, là, en Abitibi, ils nous disent Miigwech. Par la suite, on sait que dans le centre du Québec, les Abénakis nous disent Oleone. Vers les îles de la Madeleine, les Mi'kmaq nous disent Wellaline. Nous avons dans la région de Québec les Hurons-Wendat en langue Wendat. Ils nous disent Teawek. Et pour terminer, monsieur le directeur et monsieur le sociologue, nous sommes à Montréal et nos frères et sœurs des Premières Nations, eh bien, ils nous disent Teawek, merci. Monsieur Caron, on sait que vous avez été un des instigateurs de nouvelles façons de faire avec nos communautés des Premières Nations, des liaisons avec eux autres. On attend ça pour les communautés culturelles de Montréal. Sur ce, monsieur, on vous dit merci. Merci énormément d'avoir participé à cette émission. Et franchement, on a fait tout un travail de vulgarisation aujourd'hui. Sur ce, merci. Au revoir. Alors, nous étions avec le directeur du service de police de la ville de Montréal, Monsieur Sylvain Caron, ainsi que le conseiller stratégique en matière de profilage racial auprès du SPVM, Frédéric Boiron. On vous invite à les suivre sur les différents réseaux sociaux. Allez faire un petit tour sur la page Internet du SPVM à l'adresse suivante, spvm.qc.ca. Et comme on aime bien le dire, on se voit pour une prochaine entrevue sur les ondes de Coconut Podcast. Sur ce, Niawen, merci, au revoir!